Danielle Dubrac, bonjour. Bonjour. Présidente de l'UNIS, l'Union des syndicats de l'immobilier, qui couvre en fait l'ensemble des métiers, à la fois les gestionnaires, les administrateurs de biens, évidemment le côté vente, la promotion, mais aussi les rénovateurs. Alors dans un contexte de marché de l'immobilier où l'activité en fait se porte plutôt bien, on vend, on achète des maisons et des appartements, on parle de plus en plus de travaux, de rénovation. Est-ce que la valeur verte devient incontournable ? Je pense qu'elle devient incontournable. Nous avions fait une enquête au niveau de notre syndicat pour savoir si ça allait jouer sur les prix. Et il y a une prise de conscience de la valeur verte, forcément par rapport au fait que le logement, c'est 20% de gaz à effet de serre d'après le GIEC. C'est aussi 20% des dépenses, entre parenthèses, des ménages. Et donc la valeur verte va primer. On ne va pas regarder que la carte scolaire ou les transports ou les services autour du logement. On va regarder aussi son étiquette climat et énergie. De plus en plus, d'ailleurs, on va voir voilà, le sondage, l'enquête que vous aviez menée il y a peu de temps, on va le voir. En fait, voilà, c'est selon vous l'annonce du projet de loi qui fait suite à la Convention citoyenne sur le climat. Va-t-il impacter les prix des logements énergétiquement peu performants ? Bien, c'était oui à 47%, un commentaire. Toujours vrai, toujours vrai. Vous voyez, les 10%, je pense même qu'ils ont diminué, ceux qui disaient que ça n'allait pas impacter. On est dans une prise de conscience écologique. Et puis, forcément, quand on dit maintenant à un propriétaire, regardez l'étiquette de votre logement, faites votre DPE, et après, vous saurez à quoi vous en tenir. Peut-être que vous ne pourrez plus louer, il faudra faire des travaux. Alors justement, il y a maintenant des nouvelles règles. Des biens considérés comme indécents, on ne pourra plus les mettre en location, les biens qui sont classés F et G. On va voir d'ailleurs sur un slide suivant un petit peu un calendrier. Alors Danielle Dubrac, commentaire sur ce calendrier. Eh bien, vous voyez, c'est très important parce que le parc locatif va peut-être disparaître. Or, on a besoin de construire, on a besoin de louer. Les propriétaires privés représentent pratiquement la moitié du parc locatif en France. Et donc, du coup, si jamais vous ne regardez pas cette étiquette, ben, immédiatement, vous aurez un problème sur le gel des loyers. Ensuite, vous ne pourrez plus louer. Alors, il y a eu la loi climat et résilience et la loi de transition énergétique qui se sont un peu bousculées, ce qui fait qu'on a un calendrier qui est très resserré entre 2022, septembre 2022 et le 1er janvier 2023. 2023, c'est pas loin. Donc, il faut absolument, absolument que la notion de travaux soit intégrée dans la stratégie patrimoniale d'un propriétaire ou d'un copropriétaire. Mais vous estimez en fait que ce calendrier n'est peut-être pas réaliste, c'est ça que vous voulez dire ? On l'a dit, sur tous les étiquettes E, on avait demandé qu'il y ait un bilan intermédiaire. Regardez un petit peu, vous avez la notion maintenant de nouveau, les plans pluriannuels de travaux en copropriété, le diagnostic technique global, vous avez le fameux DPE, donc il aurait fallu regarder que donnait le DPE. Le DPE a eu aussi, à travers des éditeurs de logiciels, une évolution. Maintenant, c'est complètement d'équerre. Donc, regardez un petit peu où on va, parce qu'il y a 500 000 copropriétés en France, il y a 11 millions de logements, et il y en a à peu près 4 millions qui sont en étiquette F, G et E. Donc, du coup, non louable dès l'instant où le calendrier sera celui-ci. Donc, vous dites... On n'a pas le choix, il faut accepter ce calendrier, ou vous dites, attention, on ne pourra pas tenir, il vaut mieux être plus réaliste et revoir le calendrier. Quelle est votre position à l'UNIS ? Il y a une conscience écologique, hein, la décarbonation, donc ça, puis il y a une prise de conscience collective. Pourtant, on a été avertis, il y a eu la Convention du climat, etc. Bon, mais il faut aussi que ça soit tenable, et donc il faut pouvoir financer ces travaux. On sait bien qu'une catégorie F ou G, c'est entre 20 000 et 10 000 en fonction de la nature des travaux, mais en gros 20 000. Et donc ça fait 24 milliards au final par rapport au nombre de logements qui sont concernés. Vous avez bien sûr MaPrimeRénov', individuelle, qui marche bien. En collectivité, en copropriété, ça marche beaucoup moins bien. Et puis que faire d'un logement qui va être un beau logement, mais qui ne va pas être performant? Et on a malheureusement associé la notion de performance avec la notion de décence du logement. Et ça, c'est terrible. La rénovation des logements passe par la prise de conscience et puis l'accompagnement. Le gouvernement a donc lancé MaPrimeRénov'. Maintenant, il y a France Rénov' aussi pour aider les particuliers, notamment à s'informer sur le nombre d'aides qui sont multiples. Est-ce que pour vous, c'est suffisant ?
MaPrimeRénov', ce n'est pas suffisant. Pourtant, il y a de l'argent qui a été mis sur la table, mais par rapport aux enjeux financiers qu'on a évoqués, c'est strictement insuffisant. Il y a le guichet unique, c'est bien, l'accompagnateur, c'est bien, pour pouvoir regarder comment financer. Il faut trouver d'autres sources de financement. Il faut que MaPrimeRénov' copropriété soit un peu plus prolongée. D'ailleurs, on demande qu'il y ait un plan quinquennal, de programmation quinquennale pour cette prime rénov'. On demande que dès l'instant où les travaux sont votés, on puisse sanctuariser cette prime, même si les travaux sont planifiés mais pas réalisés. Sanctuariser, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on demande que dès l'instant où le dossier est accordé, les travaux sont votés, la prime est accordée, qu'elle ne bouge pas. Donc il faut une loi de programmation quinquennale, voire sur 10 ans, pour garder cette subvention. Il faut regarder aussi les financements. Les financements ne sont pas assez là. Il faudrait trouver des solutions avec les organismes bancaires. Ça fait beaucoup de choses. Est-ce que vous avez des retours terrain sur le nouveau DPE, diagnostic de performance énergétique? Est-ce qu'il fonctionne? Il y a eu des petits problèmes au début, mais maintenant, quels sont vos retours? Il fonctionne aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de concertations avec les diagnostiqueurs, avec l'État aussi, le gouvernement. Aujourd'hui, ça fonctionne et c'est très important de savoir dans quelle catégorie on est, parce qu'autrement, il faudra programmer ces travaux ou vendre en catastrophe ou y habiter si on est en catégorie F et G. C'est ça le problème, c'est pour pouvoir faire cette rénovation, il faut absolument se mobiliser sur la rénovation des logements, parce que c'est aussi une question de climat et d'écologie, aussi au-delà de la stratégie du bien. Alors, on évoquait la mise en location, l'éventualité pour certains de ne pouvoir mettre en location leurs biens. Est-ce que l'encadrement des loyers, ça va dans le bon sens? De plus en plus de villes maintenant. Alors non, pour nous, ça ne va pas dans le bon sens. Bon, c'est une décision de collectivité territoriale, on n'a rien à dire, mais simplement, c'est lié à un plafond de loyer. Or, si le logement est rénové, si on est dans la bonne étiquette, le plafond, c'est toujours le même. Donc ça ne va pas. Et puis sur l'encadrement, la performance, la décence, parce qu'il y a l'intégration de la non-décence, si on est dans la mauvaise catégorie, ça ne peut pas aller. Parce que du coup, vous allez avoir les APL bloqués et vous allez avoir peut-être un locataire qui va demander l'obligation des travaux. Vous ne pourrez peut-être pas les faire parce que vous serez en copropriété. Donc c'est pour ça que tout ça, ça doit se réorganiser. Dans quelques mois, dans quelques semaines, l'élection présidentielle. Donc on va parler politique du logement. Vous avez publié un manifeste pour le logement et le pouvoir d'achat immobilier. Quelles sont vos principales propositions? Le pouvoir d'achat immobilier, pour nous, c'est très important. On a vu qu'on avait quand même une difficulté sur les propriétaires bailleurs particuliers dans le logement privé. Et donc l'idée, c'est peut-être de proposer à ce que cet investisseur, cet acteur économique, puisse amortir le prix de vente de son bien en fonction du loyer qu'il ferait. Faire donc un statut du bailleur privé, une sorte de statut du bailleur privé, ou sous quelle forme? On a le pacte de responsabilité, le pacte locatif pour le propriétaire. Et donc du coup, on pourrait avoir un loyer qui serait modulé en fonction soit de sa qualité, soit du prix de vente, parce que le propriétaire ferait un effort sur le montant du loyer. D'autres propositions? Alors, le ministère de l'Habitat. Alors vous militez pour un grand ministère de l'Habitat, oui. Pourquoi? Parce qu'il y a des arbitrages qui se font, des fois à Bercy par exemple, et donc c'est plus facile de coordonner le code de la copropriété, l'aménagement, tout ce qui est lié. Le logement, c'est une boîte, l'habitat, c'est tout ce qui va autour. Et c'est quand même plus facile de participer à une politique du logement quand on regarde tout ce qui est autour, l'aménagement, les services urbains de proximité, le code de la copropriété, bien évidemment. Et tout ça, les services de l'État, ce sont des gens de qualité, mais c'est quand même mieux si tout était organisé. Ça pourrait permettre d'avoir une vraie stratégie politique sur le logement et l'immobilier. Avec des politiques locales sur le logement et des règles au niveau national, ou comment vous voyez les choses? Oui, peut-être qu'il faut territorialiser la politique du logement. C'est vrai que vous avez quand même ce qui se passe au niveau des mairies, au niveau des collectivités locales, avec quand même une politique du logement qui est nationale. À mon avis, il faut trouver le fit de façon à ce qu'on puisse quand même loger des gens sur des territoires où il n'y a pas de programme, où il n'y a pas de construction. Et puis peut-être voir ce problème dans son ensemble, mais avec des spécificités territoriales. Et je pense que la territorialisation, c'est quelque chose qui peut fonctionner. Et puis en attendant, une mobilisation collective pour la rénovation. Ça, c'est très important. C'est très important. Comment on va faire? Est-ce que les gens vont se précipiter pour vendre? Est-ce que ça ne va pas faire des locataires qui vont imposer des travaux? Est-ce que ça ne va pas faire des propriétaires qui, du coup,
vont rester dans le logement avec leur classe F et G, puisqu'ils ne pourront pas les louer. Donc ça, c'est un vrai sujet sur lequel on se penche. C'est pour ça qu'il faut une mobilisation générale pour le pouvoir d'achat immobilier et la rénovation énergétique, trouver d'autres sources de financement, augmenter peut-être ma prime rénov', notamment dans le collectif, et puis peut-être sur le reste à charge, travailler sur ce sujet-là pour qu'il soit un peu moins important pour les familles les plus modestes. En conclusion, dans quel état d'esprit sont les professionnels de l'immobilier et plus particulièrement les adhérents de l'UNIS ? On veut être écouté par les futurs candidats à la présidentielle. Leurs programmes sont plutôt sur des questions fiscales. Or, le logement, il a été taxé par la taxe foncière, les droits de mutation, à la construction, à la succession. Et donc, du coup, il faut quand même essayer de voir entre supprimer, augmenter. Il faut peut-être moduler un peu tout ça, de façon à avoir une France qui puisse avoir des propriétaires et des locataires qui soient avec des logements abordables et surtout de bonne qualité. Danielle Dubrac, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Immo.